Et on va commencer par une formidable nouvelle. Votre ami, Philippe de Villiers, Boualem Sansal, est entré dans l'histoire. Il est devenu, ce jeudi, un immortel. Telle est la formule consacrée pour ceux qui intègrent l'Académie française. Quelques réactions. Vous allez entendre dans un instant quelqu'un que vous connaissez également, que vous estimez. Vous en aviez parlé la dernière fois, Jean-Marie Roire, qui revient donc sur Boualem Sansal. Toutes les élections à l'Académie sont une forme de bonheur, parce qu'en fait, ce sont des gens qui se sont présentés, qu'on a choisis. Et en l'occurrence, je crois qu'il y avait une double qualité chez Boualem Sansal, une qualité littéraire et une qualité morale. Donc, c'est formidable pour l'Académie. Donc c'est une confirmation au-delà des épreuves qu'il a subies récemment. C'est aussi une logique d'un grand écrivain qui est des nôtres et on ne peut qu'être content. On attendait ce nouveau compagnon, si l'on peut dire, puisque c'est une compagnie à l'Académie française avec beaucoup d'appétit. Et il a été élu presque à l'unanimité. Philippe de Villiers, cet après-midi, Boualem Sansal, vous avez adressé un message. Un message destiné également à l'ensemble des Français qui nous regardent ou nous écoutent. Et nous allons le découvrir en fin d'émission. J'ai eu la chance de le découvrir en amont. C'est un message absolument bouleversant. Mais avant de revenir sur ce message qu'on verra en fin d'émission, peut-être une réaction sur finalement Boualem Sansal qui devient désormais un immortel. Je commencerai par dire tout le bien que je pense de l'Académie française qui vient de faire deux gestes inattendus et d'une portée symbolique majeure. Il y a quelques jours, d'ailleurs, on devait en parler, on n'a pas pu. L'Académie française a pris de front le Conseil d'État qui avait validé une décision de la mairie de Paris pour établir l'écriture inclusive sur les monuments publics. L'écriture inclusive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fin, à terme, de la langue française. Et l'Académie française, qui est un geste rarissime, parce que ce n'est pas du tout une institution à caractère politique, elle a déjà prouvé, officiellement dans un communiqué, cette décision, cet arrêt du Conseil d'État. Et puis donc, le deuxième geste, c'est d'accueillir Boualem Sansal. Boualem Sansal, on en a souvent parlé ici, quand il était dans les geôles de M. Tebboune. À l'époque, on ne savait pas trop ce qu'allait se passer. Et parfois, on avait perdu l'espoir. Et puis il est là, il est revenu. Et maintenant, il est à l'Académie française. Et en fait, je me dis, l'homme qui est ainsi récompensé, qui devient immortel, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois, et il m'a dit, tu te rends compte, tu es immortel. Et il m'a dit, surtout immortel français. Un jour, il m'avait dit, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs, donc vaut mieux mourir et parler. Parler et mourir. C'est à résister. Alors d'abord, c'est le visionnaire qui est récompensé, en fait. Son éditeur, Jean-François Colossino, qui est un homme remarquable, a eu une phrase très juste, c'est le Solzhenitsyn algérien. C'est-à-dire qu'en fait, de la même manière que Solzhenitsyn avait dénoncé l'aveuglement des Occidentaux par rapport au communisme, lui, il a dénoncé, et depuis longtemps, les Occidentaux dans leur aveuglement par rapport à l'islamisme. Il a mis en garde les élites qui ne l'ont pas écouté contre l'islamisation des banlieues. Il a mis en garde les élites contre la repentance coloniale ou décoloniale. Il a mis en garde les élites contre la rente mémorielle. Il a expliqué que l'Algérie de M. Tebboune aujourd'hui, c'était avec deux atouts, le patriotisme anti-français et le pétrole. Donc le visionnaire est récompensé. Le visionnaire, attention, souvenez-vous, à la Toussaint l'année dernière, je crois, j'avais cité ce que m'avait raconté
Boualem. Il m'avait dit, oh là là, après le drame de Samuel Paty et de Dominique Bernard, c'est après Dominique Bernard, l'assassinat de Dominique Bernard, il m'a dit, attention, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé chez nous. La Toussaint Rouge, le 1er novembre, un instituteur français avait été assassiné. Et à partir de cet instant, hop, c'est la peur et c'est la soumission. Voilà. Et Boualem Sansal, c'est un grand écrivain francophone. S'il est vrai que, comme on le dit parfois, la langue, c'est le sang d'un peuple, c'est le sang de l'âme d'un peuple. Alors Boualem Sansal, il est de notre peuple. Et j'ai écrit pour lui, dans Populicide, une ode aux Français de désir. C'est à lui que je pensais, et à quelques autres. Français de désir. Et je dis ceci de tête, nos élites dévoyées donnent à voir une France qui n'est plus la France. Nos élites dévoyées donnent à voir une France des feux éteints gouvernée par des âmes mortes. Cette France ne fait plus envie. Mais il y a une autre France, celle des grandeurs cachées. Et celle-là, rares sont les écrivains, les philosophes et les penseurs qui l'ont captée. Boualem Sansal fait partie des Français de désir, qui sont français par le désir, par la passion de chaque instant. Et donc, honneur à l'Académie française et aux nouveaux académiciens. Par les temps qui courent, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Celle-là en est une. Et nous découvrirons le message qu'il vous a adressé cet après-midi et le message qu'il souhaitait adresser aux fidèles téléspectateurs et auditeurs. En fait, je lui ai dit, oui. Est-ce que tu as un message ce soir pour mon émission? Il me dit, je te regarde. Ah, il nous regarde? Oui, tout le temps. Mais il faut qu'il vienne, surtout. Oui. Et attendez, excusez-moi, c'est votre ami, la prochaine fois, vous lui dites, oui. Viens nous voir. Oui, attendez, avec son uniforme. Ah, bah bien sûr. mais bien sûr. Alors, le message... oui. Ah bah attendez, on donne rien. Ça vaut tous les apologues. Hein. Ça, c'est vrai. Et il vous fait un peu de concurrence, faites gaffe. Ouais. Mais il faut lui dire de venir, bien sûr. Vous parliez de l'Algérie, évidemment, et effectivement, alors que la France et l'Algérie entretiennent une relation pour le moins glaciale, vous avez l'ancienne ministre Ségolène Royal, candidate à la présidentielle, qui s'est rendue à Alger. Elle est présidente de l'association France-Algérie. Elle promet vouloir apaiser les tensions entre les deux peuples. Vous la voyez à côté du président du régime algérien, le président Tebboune, et elle a dénoncé, depuis Alger, une algérophobie en France. Écoutez. Sachant qu'il y a en France 7 millions de personnes, y compris les binationaux, qui sont concernés par l'Algérie. 7 millions de personnes. Et ces personnes, elles souffrent aujourd'hui. Elles sont victimes d'islamophobie, elles sont victimes d'algérophobie, parce qu'à force d'entendre des agressions verbales sans arrêt sur les Algériens, ça finit par contaminer. Et rien n'est pire que la contamination de la violence et du dénigrement. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, qu'avez-vous pensé de cette expédition de Ségolène Royal qui se voulait une œuvre de réconciliation? C'est une honte. Comment la qualifier? C'est la trahison d'État. Et je vous explique pourquoi. Vous avez dit, Elliot, à juste titre, que la relation entre la France et l'Algérie est glaciale. Ils ne veulent pas reprendre leurs OQTF et on leur donne malgré tout 28 000 cartes de séjour cette année en 2025. C'est hallucinant, la faiblesse de nos gouvernements. Mais ce n'est pas pour ça que c'est une honte. C'est une honte parce que quand on est français, on prend la France telle qu'elle est. Même si elle ne vous plaît pas, même si les dirigeants ne vous plaisent pas. Et donc là, en fait, ce qu'elle fait, elle vire kazakh. C'est-à-dire qu'elle passe du côté de l'Algérie. Elle devient le ministre des Affaires algériennes contre la France. Elle accuse la France
elle semble ignorer qu'il y a quelque temps, le 24 décembre dernier, l'Assemblée populaire algérienne, à l'unanimité, donc l'Assemblée nationale, a voté un texte sur la criminalisation de la colonisation française avec une obligation de réparation matérielle. Quand j'ai vu ce vote lourd de symboles, criminaliser la colonisation française, je me suis dit, bon, on va rompre les relations diplomatiques. Rien. On a eu une simple déclaration de Jean-Noël Barrot, le Talleyrand du pauvre, qui a dit la France déplore. Ah oui, c'est tout. Et maintenant, on a Madame Royal. Et moi, je dis ceci, il fallait rompre les relations diplomatiques. Le 25 décembre, le lendemain de cette décision inique. Mais je vais plus loin. Une nation digne d'exister dans le monde, elle soigne son honneur. Et en particulier, l'honneur de défendre l'honneur de ceux qui ont été massacrés, qui ont été pourchassés, qui ont été martyrisés. C'était les harkis et les pieds noirs. Et en cet instant, je pense à eux, en voyant Madame Royal. Ils doivent avoir envie de vomir. Vous vous rendez compte, eux, ils étaient là-bas, ils aimaient l'Algérie. Il n'y a jamais eu d'algérophobie. Ils aiment l'Algérie. Ils l'aiment charnellement, encore aujourd'hui. On leur a dit de partir, ils n'ont pas été accueillis. En gros, la fille les a chassés et la mère est devenue une marâtre. Elle ne les a pas accueillis. Les pieds noirs, les harkis. Les harkis, c'est encore pire parce qu'ils sont de nulle part et maintenant ils sont accusés de collaboration. Dans l'hymne, le nouvel hymne de l'Algérie, que Madame Royal connaît forcément et qui dit « La France doit rendre des comptes ». Et les harkis sont accusés de collaboration. Et donc, au nom des harkis et des pieds noirs, je dis ceci, Madame Royal, vous avez trahi le peuple français. Mais ça va plus loin. Et je vais plus loin. La colonisation, il faut le dire, oser le dire. Jacques Chirac l'avait dit à un moment donné, il a même fait voter une loi qui s'est arrêtée en route. La colonisation française fut un bienfait pour l'Algérie. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont deux grands professeurs d'histoire et d'économie, Daniel Lefebvre et Jacques Marseille, qui ont prouvé que l'Algérie va plus coûter à la France qu'elle ne lui a rapporté. Mais c'était ainsi. C'était un geste oblatif de la mère patrie pour ceux qu'elle aimait. Et donc, l'Algérie a été créée par la France. En fait, avant que la France arrive, l'Algérie, elle dépendait de l'Empire ottoman. Et donc, sans la France, elle n'aurait jamais existé. L'Algérie, en tant qu'État, en tant que nation, elle n'existait pas. Mais ça va plus loin. Ils parlent tous des archives. Alors, on sort les canons d'Abdelkader, on veut sortir son uniforme, etc. Très bien. Et alors, on parle des archives avec M. Benjamin Stora. Mais il y a des archives dont on ne parle jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce sont les archives de l'esclavage et de la traite. Or, pendant 8 siècles, il faut que les Français le sachent, on ne leur dit pas. Il y a une étude remarquable d'une historienne, professeure à Normale Sup de Paris-Saclay, Madame Massimo Barbier, qui est incroyable, qui est glaçante. Pendant 8 siècles, les pirates barbaresques, c'est ainsi qu'on les appelait, écumaient la Méditerranée pour capturer des bateaux jusqu'à Marseille et pour emmener les captifs pour qu'ils deviennent des esclaves
du Dey d'Alger. Et donc, vous aviez, je décris, les chebeks, comme on les appelait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire des navires de guerre effilés, à la coque très fine, avec un mât de misaine qui servait d'éperon et qui faisait la guerre de course pour faire des prisonniers, des captifs chrétiens, qui étaient ensuite conduits à Alger. En face de ces pirates barbaresques, il y avait des captifs, donc. Parmi eux, des gens célèbres, Cervantes, qui est resté 5 ans, esclave, à Alger. Vincent de Paul, qui s'est échappé, mais qui est resté longtemps esclave, etc., etc. Mais ce que les Français ont oublié, ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Église catholique, dans sa mission, a décidé de créer, dès le XIIe, XIIIe siècle, des ordres rédempteurs, comme on dit, des ordres religieux qui étaient chargés du rachat des prisonniers, des captifs. Et donc, en fait, on demandait à tous les chrétiens de France et de Navarre de faire des dons pour racheter les prisonniers esclaves du Dey d'Alger pendant des siècles et des siècles. Ces ordres rédempteurs, ils ont un nom, notamment les mercédaires, Notre-Dame de la Merci. Les mercédaires, ils ont sauvé 60 000 prisonniers. Et il y avait aussi les trinitaires qui ont sauvé Vincent de Paul. Et donc, les ordres rédempteurs avaient pour vocation, en France, de récolter de l'argent et de proposer au Dey d'Alger de l'argent pour racheter les captifs. Voilà. Alors, moi, je veux bien qu'on parle de la colonisation. Je veux bien qu'on sorte les archives, mais il faut sortir toutes les archives. Et à ce moment-là, on verra que c'est une histoire complexe et que l'aspect humain ne doit pas être négligé. Il se trouve que quand j'étais petit, j'ai connu un médecin qui est arrivé devant moi en larmes. C'était sa première consultation. Ma mère nous avait emmenés chez lui. Il s'appelait le docteur Framinet. C'était un pied noir. Et il m'a dit, mon petit, tu peux pas comprendre ce qui nous arrive. Je connais personne ici. C'était Dom Pierre-sur-Yon en Vendée. Je connais personne ici. On est perdu avec ma femme. Là, il y avait une valise. Et c'est là que j'ai compris, la valise ou le cercueil. Alors, ce soir, je demande pardon pour la France devant l'ignominie commise par Madame Royale, qui est instrumentalisée par le régime de M. Tebboune. Et je dis aux pieds noirs et aux harkis, vous êtes l'honneur de la France. Restez fiers et amoureux de la France, malgré tout. Philippe de Villiers, parlons à présent de ces accusations en islamophobie qui ont parfois des conséquences dramatiques en France. Et on pense bien sûr à Samuel Paty. Cette semaine s'est déroulée l'ouverture du procès en appel des complices de l'assassin de Samuel Paty. Et l'avocat d'Abdelhakim Sefrioui a défrayé la chronique avec une déclaration qui a fait polémique. Je vous propose de l'écouter. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi, je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Qu'aurait-on dit si Samuel Paty avait dit « les enfants juifs, levez le doigt » ou « les homosexuels, levez le doigt » ou « les handicapés, levez le doigt » pour ensuite montrer des caricatures d'un handicapé ou d'un juif. La discrimination, elle existe, elle est là. Je ne dis pas que Samuel Paty était raciste, sûrement pas. Il avait plutôt l'air d'un brave type. Mais il a commis une erreur pédagogique, une faute pédagogique fondamentale. Geoffroy Lejeune. Philippe, que vous a inspiré cette déclaration ? Le vomissement impur de la bêtise me force à me boucher le nez devant l'azur. C'est horrible. Je pense à la famille de Samuel Paty, à la famille de Dominique Bernard. On a l'air de quoi? Là encore, c'est la honte. Et en fait, il y a un mécanisme derrière tout ça que je voudrais décrypter. Vous avez d'un côté l'offensive idéologique
Et de l'autre côté, vous avez la réponse de la société. L'offensive idéologique installe la peur et la réaction de la société incline à la soumission. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que m'inspire cette déclaration. Après la fatwa numérique, comme a dit la cour d'assises, il y a la fatwa en robe, la fatwa post-mortem. Il n'a pas suffi qu'il fût tué de son vivant, il faut maintenant décapiter sa mémoire. Je parle de Samuel Paty. Alors l'offensive idéologique, elle repose sur ce qu'on appelle l'état de droit, entendu comme un corpus idéologique avec 3 armes juridiques redoutables et redoutées et efficaces. La première arme, c'est l'islamophobie, le délit d'islamophobie, de nature à relativiser la décapitation. Ensuite, il y a l'arme du principe de non-discrimination, de nature à décourager, à culpabiliser toute forme de hiérarchie distinctive. Et ensuite, la troisième arme, c'est l'arme de l'inclusivité, de nature à légitimer toute forme de séparatisme militant. Ensuite, il y a l'excuse absolutoire, avec le sous-entendu de l'avocat qu'on vient d'entendre. Il l'a bien cherché. Ça, c'est l'excuse absolutoire, ça s'appelle l'excuse de provocation. C'est-à-dire, en fait, il a couru après sa décapitation. Le blasphème. Et donc, en fait, il a provoqué sa propre mort. En fait, la victime n'est pas tout à fait la victime. Ah. Et en face de ça, il y a quoi? Il y a la société qui incline à la soumission. Pendant toute la semaine, j'ai cherché les réactions. Éducation nationale, silence. Les profs, silence. Ceux qui ont été ses amis, ses camarades, silence. Les élus, silence. Les médias, silence. Mais ça va plus loin que ça. Ça me rappelle ce que m'avait prédit un jour Ernest Chénière, mon ami Ernest Chénière, qui était le principal du collège de Creil, qui m'a dit, tu verras Philippe, la dimitude. C'est la première fois que j'entendais ce mot-là, en fait. La dimitude, ça veut dire en français la soumission de l'école. Et là, on a une triple soumission. La soumission des enseignants, on peut les comprendre. Parce qu'avant, dans le temps, en fait, la menace, c'était de perdre sa classe, maintenant, c'est de perdre la vie. C'est pas pareil. C'est-à-dire que le prof, quand il quitte son domicile, et je cite quelqu'un qui me l'a dit encore ce matin, quand je quitte mon domicile, je vis avec un préavis terrifiant dans ma tête, on va te faire une Samuel Paty. Donc le prof, quand il entre en classe, il guette le moindre mot qu'il va prononcer. Il se sent seul, il se surveille parce qu'il se sent surveillé. Plutôt se taire que prononcer un mot de trop. Ensuite, la soumission des enseignés. La soumission des enseignés, pourquoi? Parce que c'est le nombre qui commande. C'est le nombre qui commande la tonalité de la classe. C'est le nombre qui islamise la classe. Et donc, en fait, c'est l'assimilation à l'envers. Moi, je connais des petits Français qui, en fait, sont islamisés de l'intérieur, au contact de leurs camarades, et qui ne reçoivent rien d'autre que l'islamophilie, parce qu'il n'y a rien d'autre à leur proposer que la laïcité et les droits de l'homme en face. C'est une sorte de refuge du vide. C'est tout ce qu'on a à proposer face au feu qui couve, au feu qui brûle, le feu de la foi, le feu du sacré.
Et puis enfin, il y a l'enseignement, la soumission de l'enseignement. C'est simple. Il y a le récit autorisé, je cite, hein, et qu'on appelle le récit licite, et le récit interdit. Le haram et le halal. Et donc, comme me l'avait dit Ernest Chénier, on va vivre et on est en train de vivre la halalisation de l'enseignement, la halalisation de l'histoire, la halalisation de l'esprit, la halalisation de l'école. Voilà ce que cet avocat a dit entre les lignes à toute la France en prenant à témoin tous ceux qui nous regardent et qui hésitent entre devenir français et nous haïr. Lui, il a fait le choix de la haine.